Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'histoire des nations se confond avec la vie des hommes, parce qu'un destin immuable se sert toujours des hommes pour façonner l'histoire des nations. Pays sahélo-saharien, pratiquement désertique, vaste comme 2 fois la France mais 23 fois moins peuplé, la Mauritanie a acquis son indépendance nationale en 1960 comme beaucoup de ses consoeurs africaines anciennement colonisées. C'est dire que très tôt les fils de ce pays ont choisi pour leur peuple la non-violence comme arme politique et la souveraineté nationale comme stratégie de développement. La Mauritanie est donc un territoire bien chanceux puisqu'elle a réussi 15 années durant, d'une part à se tenir hors des zones de turbulence, et d'autre part à se frayer un chemin dans le concert des nations. Cette situation privilégiée est subitement inversée, lorsque quelques jours après la signature de l'accord tripartite de Madrid, les premières balles meurtrières sont tirées par les combattants sahraouis sur le sol mauritanien. D'oasis de paix, le pays des chameliers poètes devient alors en quelques mois un immense feu de brousse dont les flammes meurtrières font de nombreuses victimes. Première partie, le pouvoir de DADDAH. Le pouvoir de Mokhtar Ould Daddah a commencé en 1957 pour se terminer en juillet 1978, 21 années durant lesquelles le père de la nation mauritanienne s'est investi corps et âme pour sortir son pays du néant, le construire et l'imposer sur la scène internationale. Chapitre 1. Le président Mokhtar. Mokhtar Ould Daddah, le premier président de la République islamique de Mauritanie, est né en 1924 à Boutilimi, région du Trarza. De la tribu Ould Bayeri, il est de par son père Mohamedoun et sa mère Khadijetou issu d'une famille de lettrés. Après des études coraniques, il s'inscrit à la médersa de Boutilimi où il obtient en 1939 son CEPE, certificat d'études primaires élémentaires. La même année, il est à l'école Blanchot de Saint-Louis du Sénégal. En 1941, Daddah passe avec succès le concours destiné au recrutement d'interprètes dans l'administration coloniale. Il sert alors à Fort Gouro, Efidéric et Fort Trinquet aujourd'hui Bir Maugraine. Après un baccalauréat à Nice, sud de la France, Mokhtar s'inscrit à la faculté de droit de Paris où il obtient en 1955, avec la licence, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat CAPA. Le 4 novembre 1958, Maître Mokhtar Ould Daddah épouse à Paris Marie-Thérèse Marième Daddah, elle aussi avocate. Élu président de la République islamique de Mauritanie, Daddah sera réélu 3 fois en 1966, 1971 et 1976 avant d'être renversé par un coup d'État militaire le 10 juillet 1978. Condamné pour haute trahison par un tribunal spécial réuni à huis clos, il est finalement libéré pour raison de santé le 2 octobre 1979. Le père de la nation s'installe alors en France avec son épouse et ses 3 enfants. Il décède à l'hôpital du Val-de-Grâce le 14 octobre 2003. Toute l'action politique de Mokhtar Ould Daddah est guidée par sa foi. La grande foi devrait-on dire. Le président a d'abord foi en son Dieu, Allah. Il a foi en sa propre destinée et en celle de son pays. Daddah a aussi foi en l'Afrique et en l'unité africaine. De même qu'il a foi en la coopération internationale et dans les Nations Unies. Les qualités premières du premier président civil mauritanien sont l'honneur, le courage, l'abnégation, la modestie, la dignité et la loyauté. La devise qu'il a choisie pour son pays est « Honneur, fraternité, justice ». L'honneur est pour lui un bien sacré. Il le souligne dans ses mémoires posthumes, La Mauritanie contre vents et marées, pages 235 et 236. J'ai toujours considéré que la Mauritanie, telle qu'elle était, n'avait comme bien sacré que son honneur et sa dignité. Si l'un ou l'autre, ou les deux étaient bafoués, l'indépendance dans la servitude ainsi acceptée, ne valait pas la peine d'être expérimentée. Mokhtar est un homme modeste. Il a vécu, lui et les membres de son gouvernement, les premières années de sa législature sous la tente, loin du luxe et de la modernité. Il a toujours fui les réceptions grandioses et flamboyantes ainsi que les festins royaux. Jamais de son vivant, il n'a accepté son effigie sur aucune monnaie ni aucune médaille. Le père de la nation est un homme de conviction et de courage. Quand il prend une décision, bonne ou mauvaise il la croit toujours bonne,
il s'y maintient sans jamais changer de cap, comme un commandant de bord qui a mis son pilotage automatique. La guerre du Sahara occidental est l'illustration de ce principe. Dans son premier discours à la nation mauritanienne, lors de la déclaration de l'indépendance nationale le 28 novembre 1960, Dada jette déjà les bases du futur État. Nous avons ensemble décidé, contre vents et marées en dépit de notre pauvreté, de notre dépendance de l'extérieur, des revendications territoriales de nos voisins, d'imposer le jeune État mauritanien sur la scène internationale. Nouakchott, la capitale politique et administrative du pays, est installée sur son site actuel depuis le 24 juillet 1957. Nouakchott, dira le président, est l'indispensable expression de l'affirmation et de l'unité de la nation mauritanienne. Après la réalisation de l'unité nationale entre toutes les composantes ethniques et tribales du pays, entre tous les partis, entre toutes les régions, le président va lancer l'un de ses plus grands projets, la route de l'espoir. Véritable artère aorte, elle relie Nouakchott, aujourd'hui une belle capitale située au sud-ouest du pays à quelques kilomètres de l'océan Atlantique, et qui n'était jadis qu'un petit poste militaire sur la piste impériale numéro 1 reliant Dakar à Casablanca, à Néma, chef-lieu du Haut-Oriental, Haute-Chargui au sud-est du pays. Longue de 1200 km, cette route goudronnée, espoir et espérance de tout un pays, est une véritable prouesse dans une nature hostile et difficile d'accès. Caractérisée par des dunes de sable mouvantes et vivantes, des collines et des vallées profondes. C'est l'entreprise brésilienne Mendes, symbole d'une excellente coopération entre deux pays du tiers-monde, qui a réalisé ce chantier dont l'importance économique pour le pays est primordiale. Grâce à cet axe vital, des milliers, voire des millions de Bédouins qui vivaient autrefois isolés et enclavés dans leur immense désert vont découvrir subitement le monde et les bienfaits de la vie urbaine et sédentaire. Le chameau, ce roi incontesté du désert autrefois seul moyen de transport et de communication, va quitter la route de l'espoir pour des chemins moins bruyants et céder sa place à un parc automobile avec des véhicules de toutes marques et de toutes cylindrées. La majorité de ce nouveau mode de transport est constituée de voitures d'occasion, qui ont déjà passé leur jeunesse en Europe. Arrivées en Mauritanie pour leurs premières vacances, elles ont décidé de s'installer ici pour toujours. Le pays est si attachant et si tranquille. Le progrès a ses exigences comme le sous-développement ses contraintes. Les idées universalistes de Dada telles la paix, la liberté, la fraternité et l'amitié ont partout trouvé un écho favorable. D'abord chez ses voisins immédiats sénégalais, maliens, guinéens, tunisiens, algériens mais aussi en Europe, en Asie et en Amérique. Les présidents Dada et Senghor sont deux amis et deux compagnons de lutte. Les peuples des deux pays partageant les mêmes idéaux de paix et de fraternité. Des échanges commerciaux et humains caractérisés non seulement par le transport de marchandises dans un sens comme dans l'autre, mais aussi une interpénétration des idées et des hommes, marquent les relations mauritano-sénégalaises. La sortie de la Mauritanie de la zone franc n'affectera pas d'ailleurs cette situation de fait. Les commerçants mauritaniens ont toujours trouvé au Sénégal une terre d'accueil, de tolérance et de dialogue où les affaires se portent bien. Les messagers de la culture islamique sont venus prêcher la bonne parole dans toutes les régions du Sénégal. De plus, dans un passé récent alors que Nouakchott n'était que dunes de sable hantées la nuit par des chacals affamés et le jour spare des chanceliers intrépides, Saint-Louis du Sénégal était la capitale administrative, politique et économique de la Mauritanie. L'un des mérites essentiels du père de la nation restera d'ailleurs sa volonté acharnée de sortir la capitale du néant, comme dans un conte de fées. La substitution entre les deux villes s'est effectuée rapidement et sans heurts, d'une manière admirable pour le bonheur des Mauritaniens. Dada met ainsi fin au plus grand paradoxe, la capitale de son pays située au-delà des frontières nationales. Dans ces temps passés de la construction nationale et de la naissance d'un État, des Sénégalais ont servi en Mauritanie dans les domaines de l'éducation, de la santé, des postes et télécommunications et de tous les métiers du bâtiment. Le pays souffrait énormément de la pénurie de cadres. Beaucoup d'étudiants mauritaniens allaient poursuivre au Sénégal leurs études secondaires, supérieures et universitaires. Mauritaniens et Sénégalais sont des peuples frères unis par un même destin. Ils ont toujours vécu ensemble, chacun apportant à l'autre, chacun prenant de l'autre, chacun vivant avec l'autre.
Les événements dramatiques d'avril 1989 ont laissé de part et d'autre des blessures douloureuses que Dada et Senghor avaient su toujours éviter. Une parenthèse dans l'histoire commune. L'histoire est la fille du temps. Parfois, il est beau. On est heureux et fier comme on dit au Québec. On chante, on danse, on rit. Parfois le temps est maussade, orageux, venteux, exécrable, on est alors malheureux et triste. Pas fier du tout. On pleure alors de découragement, de désespoir. Le temps n'est jamais uniforme. Tantôt frais et pluvieux, tantôt orageux, avec des éclairs et parfois du tonnerre. Les composantes du temps se succèdent comme le jour et la nuit, comme la vie et la mort. 1989 sera aussi une année sombre pour beaucoup de Mauritaniens, d'origine négro-africaine. Ils seront expulsés de leur terre natale et constitueront le lot des réfugiés mauritaniens au Sénégal. Lorsque les tensions sont exacerbées ici ou là, la justice perd le nord. Elle laisse la place à l'injustice qui elle ne connaît que le mensonge et l'anarchie. À l'est, les relations mauritano-maliennes sont amicales et fraternelles. Le Mali partage avec la Mauritanie une frontière 3 fois plus importante que celle du Sénégal et cette fois réellement fictive. Alors qu'avec le Sénégal le fleuve du même nom est une frontière naturelle, la Mauritanie n'est séparée du Mali que par des dunes de sable, une végétation arbustive, de petites collines, des milliers de bornes administratives que les autochtones ne reconnaissent pas et traversent de jour comme de nuit dans un sens ou dans l'autre. Avec le président Modibo Keïta dont la position sur le différend mauritano-marocain était plus favorable à la monarchie, les relations sont restées malgré tout correctes pour se réchauffer et même devenir excellentes avec l'arrivée du président Moussa Traoré au pouvoir. Au nord, les populations du Tiris Zemmour partagent avec celles du sud algérien les mêmes pâturages, les mêmes points d'eau, les mêmes foires commerciales. La Mauritanie, trait d'union entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire, est bien une réalité. La négritude de la Mauritanie est aussi évidente que son arabité. Dada n'a-t-il pas dit à ce propos ? La Mauritanie est à la fois l'Afrique blanche et l'Afrique noire sans être tout à fait l'une ou l'autre ? Sur le plan régional, le président mauritanien dont la sagesse est reconnue et appréciée de tous a été pour ses pairs un médiateur efficace. Il a réussi à éteindre de nombreux foyers de tension sur le continent, évitant ainsi des conflits armés inutiles et imprévisibles. Dada a ainsi réconcilié beaucoup de frères ennemis. Le Sénégal et la Guinée, le Sénégal et le Mali et le Burkina Faso, le Maroc et l'Algérie, la Tunisie et la Libye, le Tchad et la Libye. À l'égard du Royaume du Maroc, le président mauritanien a eu 9 années durant une politique constante remarquable par sa clarté. Tant que le Maroc revendique la Rime comme une province du Sud, faisant donc partie intégrante du Royaume, pas de dialogue possible, pas de médiation, pas d'accord, pas de compromis ni de compromission. Aucun des deux pays ne reconnaissant l'autre, chacun campe sur sa position. Dès que le Maroc en 1969 grâce à une médiation algérienne du président Boum Dienne décide de changer de politique en reconnaissant la Mauritanie comme un État souverain, indépendant, membre des Nations Unies et de toutes les organisations internationales, les deux pays décident d'un commun accord d'établir des relations diplomatiques. Ils s'engagent alors dans une coopération bilatérale tout azimut, qui ne connaît aucune pénombre jusqu'en 1978. La Mauritanie de Dada a longtemps milité pour la décolonisation de l'Algérie en soutenant le FLN. L'Algérie indépendante a aussitôt soutenu la Mauritanie, dont elle partage les mêmes idéaux de paix, de liberté, de justice et de progrès. Les relations bilatérales sont demeurées excellentes, englobant tous les domaines y compris le domaine militaire jusqu'en 1975, année de signature de l'accord de partage du Sahara occidental. Sans le soutien inconditionnel et fraternel de la République algérienne démocratique et populaire, la République islamique de Mauritanie, dira le président Mokhtar dans ses mémoires, n'aurait pas réussi avec le succès que l'on sait ces deux décisions révolutionnaires que sont la création de la monnaie nationale et la nationalisation de la MIFERMA, mine de fer de Mauritanie. Le président Dada a toujours noué d'excellentes relations de par le monde. D'abord avec la France, ancienne puissance coloniale,
et avec son chef charismatique le général de Gaulle dont la sagesse et la clairvoyance ont permis grâce à la loi-cadre de 1957, dite loi de fer, la décolonisation en douceur des pays de l'Afrique occidentale française, l'AOF. Avec les présidents Gamal Abdel Nasser, Kwame Nkrumah et Sékou Touré, ils partageaient les mêmes idéaux de patriotisme et de nationalisme. En défendant le principe de l'universalité des Nations Unies, et en œuvrant courageusement à l'admission de la République populaire de Chine dans cette organisation, Mokhtar s'est donné pour toujours deux amis sûrs, efficaces, disponibles et désintéressés qui étaient Mao Tse-tung et son compagnon de lutte Zhou Enlai. En retour, la Chine a participé la première au grand projet de développement du pays, boudé par l'Union européenne. Ouvert à une coopération toujours plus importante et plus diversifiée, le premier président mauritanien a vite fait adhérer son pays à toutes les organisations régionales et internationales. L'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La CEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO, Communauté économique des États anglophones et francophones de l'Afrique de l'Ouest. L'UAM, Union africaine et malgache. L'OAMCE, Organisation africaine et malgache de coopération économique. La CEA, Commission économique pour l'Afrique, l'OERS, Organisation des États riverains du Sahara, l'UMOA, Union monétaire ouest-africaine, l'OIA, Organisation internationale de travail, OMS, Organisation mondiale de la santé, la Ligue arabe et les pays non alignés. Partout, en Afrique, dans tous les forums et devant toutes les tribunes, Mokhtar a fait entendre la voix des sans-voix. La voix des faibles, des pauvres, des colonisés d'hier et des colonisés d'aujourd'hui. Dada a été, comme ne l'a été aucun autre chef d'État, le défenseur inconditionnel de l'Afrique et des Africains. Si l'Afrique est aujourd'hui entièrement décolonisée, libre et indépendante, si l'Occident prévoit aujourd'hui dans son budget une part si minime soit-elle pour l'aide au développement, si les pays arabes pétroliers sont de nos jours des donateurs généreux et compréhensifs vis-à-vis de tous les problèmes du continent noir, si le guide libyen Moammar Kadhafi, fils spirituel de Dada, a à cœur les États-Unis d'Afrique, si les pays africains sont maintenant plus engagés contre l'impérialisme et le sionisme, si l'ONU est aujourd'hui plus présente et plus active aux côtés de l'Union africaine autrefois OUA, pour solutionner les nombreuses crises qui secouent encore et toujours le continent noir, c'est beaucoup grâce à ce Bédouin, fils du désert qui repose maintenant et pour toujours sous une dune de sable dans le cimetière familial de sa ville natale. Mokhtar est mort comme il a vécu, au service des autres. Dieu clément et miséricordieux récompense toujours les âmes généreuses. La mort n'est-elle pas un éternel repos, la vie une éternelle souffrance? La présidence de Mokhtar Ould Dada peut être comparée à un arbre. Les branches et le feuillage constituant la politique extérieure et internationale, le tronc et les racines la politique intérieure. Le tronc qui supporte l'ensemble est le Parti du peuple mauritanien PPM. Les racines nourricières sont ce que le président appelle d'une part les deux exigences et d'autre part la priorité du monde rural. Chapitre 2, le Parti du peuple mauritanien PPM. Les régimes africains nés après les indépendances gouvernaient presque tous grâce à des partis uniques, qu'importe la nomination, chacun adaptant son système à ses réalités nationales propres. Ces temps lointains ne connaissaient ni démocratie, ni élection libre et transparente. Le culte du président y était monnaie courante. Le Parti du peuple ou PPM était un exemple pertinent de cette période postcoloniale à la fois exaltante et difficile. Pour Dada président, le parti c'est l'État. Et même mieux, le parti d'abord, l'État après. Le PPM a vu le jour le 25 décembre 1961 au crépuscule de l'indépendance. Lors du 3e congrès qui s'est tenu à Nouakchott en janvier 1968, le fondateur de ce parti en définit les grandes lignes. Le peuple mauritanien a opté pour l'avenir. Pour cela, il a su se donner un instrument forgé à sa mesure, né de sa volonté et qu'il a su mettre au point à la lumière de l'expérience. Le PPM est pour le président et son équipe un facteur d'unité, de cohésion sociale et de progrès. Autrefois le pays était divisé en 4 émirats, avec chacun son émir, Adrar, Brakna, Tagan et Trarza. Chacun gouvernant ses sujets à sa guise, se souciant peu de l'intérêt général, enfermé dans un régime aristocratique dont étaient exclus les pauvres et les classes exploitées et asservies.
C'est dans ce contexte explosif où tribalisme, régionalisme, clanisme et chefferie traditionnelle se partageaient le gâteau, que le président a forcé l'admiration et l'adhésion de tous en imposant son parti. Il est né de la fusion de deux autres partis, le PRM ou Parti du regroupement mauritanien, et l'UNM ou Union nationale de Mauritanie. Avant ces deux partis, de nombreux autres partis se disputaient la scène politique nationale. L'UPM égale Union progressiste de Mauritanie. L'AJM égale Association de la jeunesse mauritanienne. L'Entente égale le parti de Horma Ould Babana. Le PRM égale fusion de l'UPM et de l'Entente. La NADA égale Parti nationaliste pro-marocain. L'USMM égale Union des socialistes musulmans de Mauritanie. Les Kadiyines égale le Parti des travailleurs de Mauritanie. Le PPM est avant tout un parti unificateur et centralisateur de toutes les forces vives de la nation. Il regroupe en son sein les jeunes, les femmes et les travailleurs. Militants actifs, les jeunes et les femmes voient leurs représentants siéger aux côtés de leurs aînés depuis 1968. L'intégration des travailleurs a été plus tardive puisqu'elle n'a été définitive qu'en 1972. Le PPM est bien structuré. Bureau de comité au niveau du village ou du campement. Bureau fédéral au niveau du chef-lieu de région et bureau national au niveau de Nouakchott. Le Conseil national du parti comprend quant à lui non seulement tous les ministres, mais aussi les gouverneurs de région. Même le président de la Cour suprême fait partie de cette structure au sommet. Comment d'ailleurs un illustre personnage pourrait-il être absent d'un si illustre parti ? L'Institut national d'études politiques INEP est l'école du parti. La première dame Mariam Dada en est la présidente. Il a en charge la diffusion des décisions politiques, la philosophie et l'orientation du parti. Son budget s'élevait en 1978 à plus de 5 millions d'Ougouïas. Celui du parti et de ses différentes structures à 43 millions. À titre comparatif, en 1977, en pleine guerre du Sahara, le budget de fonctionnement de l'EMIA, École militaire interarmes d'Attar, qui a pour mission la formation des officiers et sous-officiers de l'armée nationale, était de 57 millions d'Ougouïas. Donc à peine supérieur à celui du parti. Lors de l'élection présidentielle, Mokhtar est le seul candidat à la magistrature suprême. Pour tous ses concitoyens dans le parti, hors du parti, il est bien l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le culte de la personnalité ne date pas d'hier. Les députés à l'Assemblée nationale bénéficient eux aussi de cette présomption de compétence. Ils sont élus à travers une liste unique proposée par le secrétaire général. Grâce au parti, le président Mokhtar va mener une politique sereine et stable comme il veut, avec qui il veut et quand il veut. Lorsque les militants du PPM réunis en congrès déclarent l'arabe comme la langue officielle du pays à la place du français, ils reprennent une recommandation du premier congrès des juristes mauritaniens. L'Assemblée nationale mauritanienne leur emboîte le pas et vote une loi dans ce sens. C'est ainsi que l'arabe va ainsi entrer de plein fouet et par la grande porte dans l'administration centrale et décentralisée. Tous les enseignants, maîtres et professeurs, tous les administrateurs, tous les juges et avocats vont être formés ou subir un recyclage dans la langue du prophète PSL, paix et salut sur lui, NDLR, soit localement soit dans les pays arabes frères. La conséquence de cette mesure sera un recul sans précédent du français dans les établissements primaires, secondaires et supérieurs. Bien que l'arabe soit la langue la mieux partagée entre toutes les ethnies du pays, islam oblige, les Mauritaniens d'origine négro-africaine vont se sentir marginalisés. Le PPM occupe toujours la première place dans les grandes décisions. En 1972, ce n'est pas le président de la République qui le premier a demandé la révision des accords de coopération avec la France, mais bien le Bureau politique national en tant qu'instance suprême du parti. Personne donc, en France, ne peut taxer Dada d'être un ingrat vis-à-vis du pays dans lequel il a fait ses études universitaires, qu'il a pressenti dès 1957 comme Premier ministre avant de faire de lui 3 ans plus tard le président de la Mauritanie. On note cependant 2 exceptions à l'emploi du parti comme justification de l'intrigue politique. En mai et juin 1973, lors de la création de la Banque centrale de Mauritanie, BCM, et de la mise en circulation de la monnaie nationale, l'Ouguiya,
et en novembre 1974 avec la nationalisation de la MIFERMA. Dans les deux cas, avec la discrétion et la patience qui le caractérisent, le grand maître a su garder jusqu'au jour J le secret. La surprise n'a donc pas été seulement pour la France et le camp occidental, mais aussi pour tous les dignitaires du parti et du gouvernement. C'est ce qui a fait le succès de ces deux décisions. Il y a deux sortes de présidents. Ceux qui agissent sans commentaire et ceux qui commentent toujours leur action. Les sages se recrutent toujours dans la première catégorie parce qu'ils savent par expérience que la parole et l'action ne font pas bon ménage en politique. Le président Mokhtar et ses compagnons de lutte mauritaniens et africains sont restés longtemps dans leur parti unique. Le multipartisme est venu avec la démocratie imposée aux États africains d'expression française par le président François Mitterrand, à la conférence de La Baule de 1990. Pour bâtir et consolider l'unité nationale, il faut rester ensemble, main dans la main, coude à coude. C'est le point de vue des anciens. Les jeunes qui demandent l'ouverture et le multipartisme ne sont pas assez sages pour mener la caravane dans la bonne direction. Quand dans la dernière décennie de son règne le président fait appel de plus en plus aux jeunes pour occuper des portefeuilles ministériels, c'est parce qu'un parti d'avant-garde et de progrès comme le PPM ne peut gagner la bataille du sous-développement en ignorant sa jeunesse. Le secrétaire général du parti le sait plus que tout autre, mieux que tout autre, lui qui a laissé cette phrase qualifiée de légendaire, « L'avenir de la Mauritanie sera ce qu'en fera sa jeunesse ». L'histoire ne ment pas et confirme cette sagesse. D'une part, ce sont de jeunes officiers qui ont rendu possible le premier coup d'État militaire qu'a connu le pays. D'autre part, de jeunes présidents militaires vont s'asseoir tour à tour sur le fauteuil présidentiel, siège maudit que l'on occupe facilement mais que l'on quitte toujours blessé. Le président Mokhtar s'est toujours confié d'abord à Dieu, ensuite au destin. Pour conserver indéfiniment le pouvoir, il aurait pu, comme ces nombreux chefs d'État et de gouvernement africains, faire appel à ces nombreux mages à barbe blanche et long chapelet, qui hantent la nuit les palais présidentiels et les résidences des ministres, et retournent le jour à leur tente ou leur case. S'il ne l'a pas fait, ce n'est pas tant par mépris du pouvoir, il dit souvent qu'il a ses délices, mais surtout à cause d'une conviction personnelle. Dada ne croit en effet ni aux faux marabouts, ni aux charlatans qui pullulent de nos jours comme des moustiques en fin d'hivernage. La déclaration suivante en fait foi. Nul ne doit prétendre parce qu'il interprète la loi d'Allah, être l'intermédiaire entre lui et les hommes. Nous devons en tout cas dire non à cette prétention qui, en fait, est une véritable imposture. Nous devons savoir distinguer les vrais cheikhs, marabouts spirituels, des faux et déceler les méfaits de ces derniers pour les combattre. La femme militante du PPM, bien que très engagée, est restée en retard faute d'un bagage culturel suffisant. Elle a certes pu quitter le domicile conjugal, et visiter bien des régions du monde en tant que représentante de son parti. Dans les pays arabophones, elle a pu maîtriser rapidement les dossiers, mais dans les pays francophones, elle n'a pu combler son retard culturel face à ses sœurs africaines qui ont pris déjà une sérieuse avance. Dans tous les cas, l'émancipation des femmes est un sport difficile qui se gagne dans les stades à visage découvert. Le syndicalisme mauritanien est un syndicalisme conscient et responsable, et non pas un syndicalisme revendicatif comme dans les pays occidentaux. Il s'est finalement engagé au sein du parti avec lequel il a préféré se confondre, au lieu de s'opposer. Heureusement qu'en Mauritanie et en Afrique, il y a encore des travailleurs conscients qui font autre chose que revendiquer sans cesse. La construction nationale appelle les efforts conjugués de tous. La participation et la collaboration de tous. Pourquoi ? D'ailleurs, les travailleurs feraient-ils marche arrière alors que tous les autres militants font marche avant ? Ces travailleurs qui sont aujourd'hui des militants modèles n'ont peut-être pas tout à fait tort. Il vaut mieux s'aligner dans les rangs du parti qu'être passé par les armes. Cela s'est vu et cela se verra toujours. En effet, ces animaux qu'on appelle hommes s'apprivoisent difficilement, et une fois lâchés peuvent être dangereux pour leurs dompteurs et leurs semblables. Aussi Mokhtar l'Africain, qui a une excellente mémoire, et se rappelle encore les événements sanglants de Zoukrat, a préféré cette fois mouiller sa barbe avant qu'elle ne prenne feu. La Mauritanie, comme tous les pays d'Afrique, est un laboratoire d'idées. Le parti unique ou son alter ego, le parti de la majorité présidentielle, le multipartisme, le syndicalisme, le socialisme, la démocratie,
L'état de droit et les droits de l'homme ont ici un sens, une signification et une application particulière qui n'est pas forcément celle d'ailleurs. En Afrique, en Europe, en Asie, au Proche et Moyen-Orient, chaque pays a sa spécificité, sa diversité, son identité propre qu'il faut soigneusement étudier avant de porter un jugement de valeur. La démocratie en Afrique est une démocratie sur mesure, et non pas un costume prêt à porter. Dans cette démocratie populiste, contradictoire, partisane et socialiste imposée au peuple, culture, savoir et diplôme ne servent à rien. Un Mauritanien avisé n'a-t-il pas dit justement à ce propos : un coup de piston vaut mieux que 10 années d'études ? C'est vrai. Et c'est pourquoi, en Mauritanie et dans les régimes politiques similaires, les jeunes qui s'expatrient plusieurs années durant en quête de diplômes et de références universitaires prennent un risque certain. Les meilleures places étant occupées depuis belle lurette par les compagnons du président en exercice, qu'il garde comme une amulette porte-bonheur dont il ne veut en aucun se séparer. Les nouveaux venus n'ont qu'à attendre et espérer. S'ils ont de la chance, ils peuvent trouver une place vacante par abandon de poste ou empêchement majeur, pour raison de maladie par exemple. Gare à eux si toutefois ils perdent patience. Dans ce cas, ils ont intérêt à se faire enregistrer au bureau du travail et de la main-d'œuvre, pour compléter la liste déjà kilométrique des chômeurs. Ce premier pas étant franchi et pour respecter la transition, ils peuvent alors acheter un jeu de cartes et chercher des partenaires à l'ombre d'un arbre non loin toutefois du bureau du travail, dans l'attente d'un appel problématique et combien incertain. Un parti d'avant-garde et de progrès aussi prestigieux que le PPM ne peut mériter son étiquette populaire que s'il englobe toutes les catégories de citoyens dans ses rangs. Voilà dans quelles conditions les femmes et les jeunes ont été en quelque sorte obligés de se marier très tôt, avec le parti du peuple. Si les femmes qui trouvent dans le mariage le parachèvement de leur bonheur ont épousé entièrement la façon de penser et de vivre de leur nouveau mari, il n'en est pas de même pour les jeunes qui ont de tout temps lutté et luttent encore contre les mariages forcés. Chapitre 3 : Les deux exigences, culturelles et économiques. Le président Dada, issu d'une famille maraboutique, ayant suivi lui-même un enseignement religieux, sera profondément marqué par son milieu. Il puisera sa force, une force tranquille dans une culture et une éducation de base spécifique que le modernisme et l'occidentalisme ne tueront pas. Cette exigence culturelle est un enracinement dans les valeurs du passé que le père de la nation décrit ainsi. Il n'y a pas de nation sans histoire, sans mémoire. Comme tous les peuples, nous devons connaître notre histoire pour bâtir un vrai projet d'avenir. Cette recherche permanente et constante de l'identité nationale et de l'exigence culturelle va pousser le parti et le gouvernement à mauritaniser les noms des villes ou villages qui rappellent la période coloniale et la difficile pacification du pays. C'est ainsi que Fort Trinquet à la frontière algérienne devient Bir Mograine. Fort Gouraud, ainsi nommé en mémoire du colonel Henri Gouraud 1867 à 1946, qui brisa les dernières poches de résistance de l'Adrar, prend le nom de Fdéri. Port-Étienne à l'extrémité ouest du pays, sur la façade atlantique, devient la ville de Nouadhibou. Les circonscriptions administratives du pays et leurs titulaires vont suivre le même cheminement. Le cercle du Haut-Occidental chef-lieu Ayoun devient la wilaya du Haut-Garbi, et celui du Haut-Oriental chef-lieu Nema, la wilaya du Haut-Chargui. Les autres wilayas du pays Trara, Brakna, Tagan, Tiris Zemmour, Assaba, Guidimaka, portent déjà des noms mauritanisés. Le commandant de cercle devient le wali, le chef de subdivision, le hakem, et le juge de paix à compétence étendue, le cadi. Le collège Xavier Coppolani de Rosso est rebaptisé lycée de Rosso. Rosso est le chef-lieu du Trarza situé sur le fleuve Sénégal. Ce collège, aujourd'hui lycée grenier des premiers cadres du pays, a été ainsi nommé à la mémoire du premier commissaire désigné pour le territoire Xavier Coppolani, 1866 à 1905. Arrivé en 1902, il s'est lancé dans une conquête pacifique plutôt que dans une politique de confrontation dont il a malheureusement fait les frais. Le nom de Xavier Coppolani restera tout de même intimement lié à l'histoire coloniale du pays, étant donné qu'il est le premier commissaire ou administrateur de la Mauritanie occidentale, créé en 1899 par le ministère français des colonies. La patrie de Dada s'appelait autrefois Bilad Chingwit.
Certains pays anciennement colonisés éprouvent un certain besoin, au nom d'une authenticité culturelle, d'effacer en un jour tout le passé colonial, de l'oublier rapidement et de faire en sorte qu'il n'ait jamais existé. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise? Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas effacer l'histoire comme l'a justement fait remarquer le président lui-même. Elle a existé. Elle existera toujours. L'homme est un élément de l'histoire alors que l'histoire est durable et éternelle. Il la provoque souvent mais une fois son acte accompli il s'efface car il est de par sa nature éphémère. La Mauritanie partage avec la France une histoire coloniale qui durera tant que durera le monde. Bien ou mal, la colonisation a été. Elle a comme toute œuvre humaine ses grandeurs et ses faiblesses, ses joies et ses peines. Combien de Français militaires et civils sont morts dans le désert mauritanien au nom d'un certain idéal de liberté, de paix et de justice? Combien de Mauritaniens sont morts en combattant aux côtés des Français, fusil contre fusil, épaule contre épaule au nom du même idéal? Le sang des deux peuples s'est mêlé ici, sur cette terre désertique à la fois proche et lointaine. La pacification a éloigné pour toujours le spectre des guerres tribales, ethniques, raciales et religieuses qui ont fait des milliers de morts. Elle a mis fin à la domination injuste des chefs de guerre sur les classes assujetties, faibles, pauvres et serviles. Elle a apporté la justice, l'égalité, la fraternité et plus tard la démocratie qui ont été pour le président et ses successeurs de solides matériaux de construction. Cette recherche constante de l'identité culturelle et de l'identité nationale va pousser Dada et ses collègues à demander la révision des premiers accords franco-mauritaniens. Signés en juin 1961, ils sont devenus, dit-on à Nouakchott, caducs et périmés. Ces premiers accords sont considérés par la partie mauritanienne comme une atteinte à sa souveraineté interne et internationale. Le Bureau politique national, la plus haute instance du parti, dans son communiqué du 27 juin 1972 demande donc officiellement à la France la révision de ces accords. Cette requête sera satisfaite et de nouveaux accords plus justes et plus équitables seront signés à Nouakchott le 17 février 1973. La révision de ces accords a été saluée par tous les travailleurs de toutes les corporations, étudiants, fonctionnaires, cadres et agents des sociétés publiques et privées, et surtout les masses populaires citadines et rurales militants convaincus et engagés. Sur les plans arabes et africains, ces nouveaux accords ont été bien accueillis. Ils dénotent clairement la volonté politique des gouvernants de dénouer totalement les liens qui les lient main et pied à la métropole. Les premiers accords stipulaient que la France fournirait une aide financière permettant de combler le déficit budgétaire d'une part, et d'autre part assurerait la défense du pays s'il était menacé. Or, dans l'immédiat, la Mauritanie peut compter sur ses propres ressources et sur les nombreux dons des pays arabes frères. Plus tard, ceci s'avéra un véritable jeu de poker. En réalité, on n'a fait que vendre un âne pour acheter un âne, pour reprendre un proverbe wolof. Désormais, l'équilibre budgétaire ne viendra plus de l'Occident, ancien maître, mais de l'Orient considéré comme frère et plus nanti en pétrodollars. Les responsables du PPM ont raison. De deux amis, il faut toujours choisir le plus riche et surtout le plus généreux. Les Occidentaux étant parcimonieux pour ne pas dire avares, puisque pour eux un sou est un sou, il est tout à fait normal qu'on se tourne vers les rois et émirs du pétrole qui, eux, savent donner sans compter. En fait, le père de la nation n'a fait que quitter une zone d'influence et une colonisation, pour retomber dans le même panneau. Les nouveaux et généreux donateurs ne sont pas aussi désintéressés qu'on le croit. Et comme en général on ne donne rien pour rien, il faudra que le président en retour procède à une arabisation à outrance hâtive et non planifiée. En 1976, seulement 3 années après la révision de ces accords, l'intégrité territoriale qu'on croyait assurée est subitement menacée. Un nouvel ennemi, le Polisario, impensable et imprévisible à l'époque, frappe à l'intérieur du pays et s'enfuit aussitôt. Toutefois la France, généreuse et magnanime vis-à-vis de ses anciennes colonies, ne garde pas rancune. Elle envoie en conséquence, malgré l'absence d'accord de défense, ces fameux avions Jaguar prêter main forte et assistance à l'armée mauritanienne momentanément en difficulté. Dans le désert, il n'est pas sage de dire « puis je ne boirai jamais de ton eau ». L'exigence économique a pris forme chez le président dès 1963.
lorsque la Mauritanie, malgré le peu de moyens dont elle disposait, a renoncé à la subvention budgétaire accordée par la France. Les congressistes du parti réunis à Kaédi en janvier 1964 ont affirmé de leur côté, et ce à l'unanimité, que la recherche de l'indépendance économique devait être poursuivie et intensifiée. Le moment était venu, déclare alors haut et fort le père de la nation, d'affronter le problème financier, sans illusion et sans complaisance, car l'indépendance politique ne serait qu'un leurre si elle ne s'appuyait pas sur l'indépendance économique. Pour mettre sur les rails l'économie nationale, d'importantes réalisations vont voir le jour. En 1965, on crée la SONIMEX, Société nationale import-export. Son rôle est de désenclaver les régions méridionales et septentrionales du pays, et d'assurer en toute période leur approvisionnement en produits de première nécessité tels que sucre, thé, riz et huile de ménage à des prix abordables et accessibles aux foyers à faible revenu. Autrefois, ces régions étaient dépendantes des pays limitrophes. En 2009, soit 46 années après sa création, la SONIMEX, ce fleuron de l'économie nationale, a survécu à toutes les intempéries et fonctionne toujours. Créée dans les mêmes conditions et les mêmes intentions, la société aérienne Air Mauritanie a elle aussi sillonné les cieux, porte-drapeau et symbole vivant d'une souveraineté et d'une indépendance reconnue. Elle a rendu l'âme en 2007 après 44 ans d'activité et de loyaux services. Dès novembre 1968, lors de la célébration du 8e anniversaire de l'indépendance nationale, Mokhtar jette les bases du futur développement économique qui, dira-t-il en substance, est d'abord une lutte de tous les instants et une victoire de soi sur soi, un effort continu de déstructuration et de restructuration puisqu'il ne vise à rien moins qu'un changement de mentalité. Le président dira aussi dans un discours précurseur à ces décisions révolutionnaires, et je cite, « Tant que nous n'aurons pas notre propre monnaie, nous ne pourrons pas nous connaître nous-mêmes. » La création de la monnaie nationale en juin 1973 a elle aussi suscité l'admiration et l'approbation de tous. En une semaine et sur toute l'étendue du territoire, plusieurs dizaines de milliards de francs CFA sortent soudainement de leur demeure, comme réveillés par un cataclysme, et se précipitent pour évacuer les lieux. Puisque passé le délai de 4 jours d'échange fixé par les autorités entre la monnaie sortante et la monnaie entrante, le franc CFA, que vous en possédiez l'unité, la centaine, le million ou le milliard risque d'être périmé. On comprend alors aisément l'inquiétude et le désarroi de ceux qui, pour prévoir les mauvais jours, avaient l'habitude de collectionner les billets de banque. On se débarrasse du franc CFA comme d'un veau pestiféré. On contemple l'ouguiya comme une pierre précieuse. Tous, dans les villes et les villages, dans les campagnes et les campements, participent avec un enthousiasme révolutionnaire à cette opération. Les pays arabes, l'Algérie et la Libye en tête, soutiennent eux aussi politiquement et financièrement cette mesure. Les pays non alignés et d'une manière générale les pays en voie de développement voient alors en Dada le porte-drapeau d'un nouvel ordre économique mondial, où les faibles d'autrefois sortent de l'ombre et de l'obscurité en prenant eux aussi une part du gâteau. La plupart des pays africains membres de la zone franc, malgré leur avance sur le plan agricole et industriel, ne peuvent que mesurer à sa juste valeur le courage politique de leurs voisins mauritaniens. La France, quant à elle, voit d'un mauvais œil la Mauritanie faire cavalier seul, quittant ainsi la tutelle de la Banque de France. Pour de nombreuses nations, la monnaie est bel et bien le signe distinctif de toute richesse et de toute indépendance véritable. Tout le monde s'accorde à reconnaître que l'indépendance politique passe par la maîtrise de l'économie et des finances. Lorsque, le 28 novembre 1974, Dada annonce non sans émotion à qui veut l'entendre la nationalisation de la MIFERMA et le transfert de toutes ses actions à la SNIM, Société nationale industrielle et minière, il réalise une nouvelle exigence économique aussi importante que la précédente. En effet, aux yeux de tous les Mauritaniens, par ses agissements et sa dictature sur le prolétariat, cette société était le symbole vivant de l'entreprise capitaliste exploitant avec un esprit raciste et dominateur la matière première d'un pays autrefois colonisé. Chacun a en effet en mémoire la date du 27 mai 1968, lorsque la répression sanglante s'abat sur Zouérat, la cité minière du Nord. Les revendications des travailleurs pour un relèvement des salaires, une mauritanisation effective de certains postes de travail et surtout des conditions de vie meilleures sont étouffées ce jour-là dans le sang et les larmes.
La MIFERMA dans ses débuts n'est rien d'autre qu'un État dans l'État, plus soucieux de sa propre santé que de celle des travailleurs. Le président parle ainsi de l'entreprise en question dans ses mémoires page 558. Pour achever ne serait-ce que partiellement notre indépendance, pour donner une assise plus solide à notre monnaie nationale naissante, pour restituer au peuple mauritanien l'une de ses principales richesses spoliées, il nous fallait nationaliser la MIFERMA. En nationalisant la MIFERMA, Dada arrive au sommet de son ascension politique. Jusqu'à présent en effet le peuple mauritanien s'est senti frustré. Il n'avait aucune emprise sur ces richesses minières dont le fer constitue la plus importante et la seule raison de vivre et d'espérer. Jusqu'à présent le fer quittait matinalement les gisements miniers de Zouérat et Evderik, pour aller dormir dans les hauts fourneaux européens. Il prenait son petit déjeuner avec les PDG des grandes banques occidentales, le déjeuner avec les armateurs japonais et américains, pour dîner la nuit suivante à Zouérat. Et ceci sans boire de thé à Nouadhibou, la capitale économique, et sans y laisser de pourboire. Le fer mauritanien était un homme pressé, et aucun homme pressé n'est mauritanien par essence. Le peuple mauritanien a été fier de repersonnaliser son fer pour paraphraser le président. Désormais chaque entrée et chaque sortie est rigoureusement contrôlée à telle enseigne qu'il sera désormais difficile, voire impossible, de brûler les étapes et de ne pas se faire voir. Les raisons objectives de cette nationalisation et les conséquences qu'elle entraîne dans l'immédiat ou le long terme, personne ne s'attarde à les comprendre et à les analyser. Pour tous, intellectuels, analphabètes, citadins et ruraux, cette mesure tant attendue vient à son heure. Dans son euphorie enthousiaste, ce peuple majoritairement jeune et progressiste a momentanément oublié qu'on ne se nourrit pas de fer, si riche soit-il, mais bien de mil, de riz, de blé, de lait et de viande. Ce ne sont pas les décisions spectaculaires et révolutionnaires qui font vivre les prolétaires, mais les produits de l'agriculture et de l'élevage, les prix et les salaires versés, la sécurité de l'emploi et du travail. Quoi qu'il en soit, le peuple a souvent raison et rarement tort. S'il applaudit une mesure du fond du cœur sans être aiguillonné par les baïonnettes, c'est qu'elle est soutenable pour l'essentiel. S'il la rejette dans les mêmes conditions, c'est qu'elle est contestable. Cette nationalisation a été le creuset de l'unité nationale. Le régime, malgré sa popularité dans la classe bourgeoise, a toujours eu ses opposants dont les plus actifs appartiennent au parti des Caddy Heinz. Ces derniers ont été vus, obligés de déposer les armes, leur mouvement n'ayant plus aucune justification ni assise populaire. Leur slogan préféré a toujours été « Nationalisons la MIFERMA ». C'est maintenant chose acquise puisqu'il y a désormais la SNIM. Il n'y a plus alors qu'à se taire, à rentrer en classe et écouter la voix de son maître. C'est ce que font les étudiants, les opposants de tous bords et le peuple entier. Avec la création de la monnaie nationale et la nationalisation de la MIFERMA, le père et guide de la nation, secrétaire général du Parti du peuple, M. Mokhtar Daddahn n'est plus seulement le président d'une république maghrébine de 2,5 millions d'arabo-berbères et de négro-africains mais, bel et bien un chef d'État d'envergure internationale. Sur le plan maghrébin, Mokhtar apparaît comme le frère révolutionnaire qu'il faut aider et soutenir. L'Algérie de Boumedienne qui, dans ces moments difficiles, a tout mis en œuvre y compris sur le plan militaire pour faire aboutir ces mesures révolutionnaires, a laissé dans le cœur de chaque Mauritanien, leur président en tête, une dette de reconnaissance et d'estime que la guerre du Sahara occidental n'effacera pas. À propos de la disponibilité de l'armée algérienne et de son président à voler au secours de la Mauritanie, si elle est agressée à l'issue de la nationalisation de la MIFERMA, le président Daddahn dira dans ses mémoires page 489. Le président Boumedienne avait montré une si grande disponibilité et un si vif désir de nous aider dans une phase cruciale de notre lutte de libération nationale, si militant et apparemment si désintéressé, qu'il m'avait profondément touché. Dès lors je considérais que mon pays et moi étions ses débiteurs. Les pays arabes, Arabie Saoudite, Libye, Koweït et tous les pays du Golfe ont eux aussi aidé la Mauritanie dans ces moments difficiles. Les pays africains et d'une manière générale tous les pays en voie de développement voient alors en la Mauritanie le symbole d'une prise de conscience universelle des pays autrefois colonisés et exploités.
La France quant à elle a accueilli ce double affront, Ouguiya et Snim, avec un flegme quasi anglais et sa longue tradition républicaine. La France, dit-on dans les milieux diplomatiques, reconnaît aux États le droit de disposer de leur propre destin et n'entend pas s'immiscer dans les affaires intérieures. En réalité, l'Élysée a ressenti avec une certaine amertume les revirements spectaculaires et tapageurs de la plus jeune de ses anciennes colonies d'Afrique. Son favori, son protégé et son beau-fils n'étaient pas tout à fait acquis à la métropole, comme on l'avait cru un instant. Contrairement à sa démarche dans d'autres pays africains, où lorsque le régime en place s'écartait trop des options fixées, le gouvernement de Matignon n'a pas hésité à montrer ses préférences pour une succession éventuelle. La diplomatie française en Mauritanie est demeurée insensible aux changements conjoncturels. Elle s'est parfaitement adaptée à la politique réversible de Mokhtar, trouvant toujours une raison d'attendre et d'espérer. Elle n'a pas su exploiter au mieux son avance par rapport aux autres nations occidentales, République fédérale d'Allemagne, Espagne et au Japon qui, découvrant le pays pour la première fois, sont naturellement plus généreux et plus motivés. Ménageant plutôt ses acquis et intervenant presque toujours dans les mêmes domaines, la France en Mauritanie est devenue plus un conseiller technique qu'un partenaire privilégié. Voyant alors que les temps présents sont différents des temps passés, elle n'a plus qu'à espérer un meilleur climat apportant peut-être la pluie. En décembre 1977 et en mai 1978, en pleine guerre du Sahara occidental, lorsque les avions de combat biréacteurs et bombardiers lance-roquettes, les fameux Jaguars, décollant de Dakar, font pour la première fois leur apparition dans le ciel mauritanien à la demande des autorités de Nouakchott et ce pour contrecarrer la force grandissante du Polisario, la France voit alors renaître l'espoir et sa côte grandir. Dans le désert, la patience est la principale vertu. Avec ses décisions politiques révolutionnaires, le président de la République, secrétaire général du Parti du Peuple, héros de l'indépendance nationale, père et guide de la nation, pour reprendre les slogans politiques de l'époque, Mokhtar Ould Daddah devient le seul homme réellement capable en Mauritanie. Il ne peut faire d'erreur bien qu'il répète souvent que l'erreur est humaine. Son parti est en conséquence le meilleur parti, son régime le meilleur régime. Ses idées préconçues, réelles ou supposées, vraies ou fausses, expliquent d'une part la facilité avec laquelle le régime fait admettre aux opinions nationales et internationales le bien fondé de ses revendications sur le Sahara, et d'autre part les difficultés rencontrées par les militaires sur le chemin de la paix. Chapitre 4 – La priorité du monde rural. La priorité du monde rural est restée un slogan commode repris dans chaque meeting et à chaque congrès, pour montrer aux ruraux qu'on partage leurs préoccupations. La réalité est pourtant d'une toute autre nature. Au lieu de consacrer toutes les énergies, toutes les capacités, toutes les finances pour sortir l'eau des entrailles de la terre, puisqu'elle a refusé durant 7 années consécutives de tomber du ciel, on s'évertue à implanter un parti fort et bien structuré, en oubliant tout le reste. La campagne mauritanienne est demeurée par conséquent une parente pauvre. Et comme de nos jours le monde est un monde de profit, la campagne est progressivement délaissée depuis que les conditions climatiques sont devenues rigoureuses pour l'homme, l'animal et la plante. Autrefois, au plus beau jour des années pluvieuses, agriculteurs et surtout éleveurs se souciaient très peu du reste du monde. Une nature clémente, partout recouverte d'eau, d'herbe et de verdure est un paradis pour tout Saharien. Chacun vit centré sur lui-même, ses animaux et ses plantes, le plus loin possible du monde dont il n'a que faire. S'il descend en ville pour vendre quelques animaux, ou l'excédent de sa récolte c'est pour s'approvisionner en produits de première nécessité. C'est l'heure des grandes réjouissances populaires, des mariages, des fêtes colorées, des tam-tams et des danses folkloriques. Aujourd'hui, les pluies devenant de plus en plus rares, la campagne autrefois luxuriante n'est plus qu'un immense tapis jaunâtre parsemé par endroits surtout dans les régions du sud et de l'est d'arbustes squelettiques. Elle est par contre complètement dénudée dans le nord, et mérite bien l'appellation de campagne désertique. Depuis la dernière sécheresse, des animaux sont morts faute d'eau et de nourriture. Les champs autrefois immenses et fertiles sont devenus aussi plats et stériles que des terrains de sport. C'est pourquoi l'homme, pour éviter le sort lamentable des animaux et des plantes, a été contraint de quitter sa résidence principale pour une résidence secondaire. Il s'est alors installé dans la ville ou le village auquel il s'efforce de s'adapter lui et les siens.
L'exode rural connaît aujourd'hui un grand regain de croissance, si bien que la plupart des ruraux sont devenus citadins. Là où le créateur n'intervient pas ou cesse d'intervenir, il laisse normalement le champ libre à l'homme qui doit à son tour faire preuve d'initiative et d'imagination. Nous devons travailler, lutter constamment pour améliorer notre sort. On ne doit jamais rester les bras croisés devant une situation de fait accompli. Cela peut être dangereux pour nous-mêmes, notre progéniture et la communauté tout entière. Dans un pays comme la Mauritanie où la terre est fertile et où l'élevage et l'agriculture sont les occupations premières, la priorité du monde rural tient dans les 3 lettres du mot O. E comme élevage, A comme agriculture, U comme utile. L'eau est actuellement le support en béton de tout développement, en direction des masses rurales. Elle constitue leur obsession majeure, leur inquiétude et leur espoir. L'eau est pour les ruraux ce que l'air est à la vie, le feu aux Esquimaux. Elle est à la fois le sommet et la base, le commencement et la fin. Paysans, éleveurs et pêcheurs parlent le même langage. Y a-t-il ici de l'eau, oui ou non? La priorité du monde rural, c'est l'eau et l'eau uniquement. Les politiciens mauritaniens et africains en général ont le flair juste. Ils savent intéresser et captiver leur auditoire. Aussi, ceux qui gouvernent hier comme aujourd'hui ont-ils décrété sur papier et dès leur prise de service que priorité serait dorénavant accordée au monde rural. Dans l'esprit de tous, il n'y a plus aucun problème, il n'y a plus aucune question. Le passé douloureux sera vite oublié. Le futur est merveilleux. Les grands diseurs ne sont pourtant pas les grands faiseurs. Dans la pratique, aucune nouvelle politique généralisée n'est mise en œuvre. Les aspirations légitimes et les espoirs des ruraux se sont vite évanouis, comme ces mirages du désert qui trompent et parfois tuent le chancelier assoiffé. Oui, les ruraux ont soif, leurs animaux aussi, leurs champs davantage. Dans cet immense désert, on meurt encore de soif. Les bergers, commerçants, chasseurs ou touristes qui commettent l'imprudence des aventures sans eau, apprennent à leurs dépens que toute imprudence est mortelle. Ici on peut manquer de tout sauf du liquide vital. Les nomades le savent bien. Eux qui, même à des centaines de kilomètres de tout point d'eau, ont toujours leurs provisions. En dehors de la période des pluies ou hivernage qui est généralement de 3 mois de juillet à septembre, le reste de l'année connaît un vent du nord-est appelé l'harmattan avec des températures parfois élevées dépassant facilement les 40 degrés. Cela demande à l'homme de grands efforts physiques, s'il veut fournir à sa famille le minimum du liquide précieux sans lequel la vie est sérieusement menacée, voire impossible. Les éleveurs doivent ainsi s'attarder chaque soir pour puiser l'eau des nombreux puits disséminés un peu partout dans le pays, et dont la profondeur varie de 2 à 60 mètres. Lorsque le puits est peu profond, on tire le deloup, le seau artisanal en peau de bovin tanné à la main. C'est dire quelle somme d'efforts ces hommes patients, braves et courageux doivent dépenser chaque fois pour disponibiliser la ration d'entretien pour eux et leur bétail. Si le puits est profond, l'homme s'adjoint les services de ses plus fidèles compagnons dromadaires, ânes et zébus. C'est grâce à eux qu'il arrive encore à tenir dans cet environnement hostile. Il les emploie indifféremment comme animaux porteurs, animaux de trait ou producteurs de lait et de viande. L'agriculture sans laquelle aucun développement réel et durable n'est possible n'a pu bénéficier du prix d'excellence que les gouvernements successifs de Dada, à Sidi en passant par Taya lui ont décerné. Certes, la sécheresse qui s'est abattue depuis 1969 sur la Mauritanie rend difficile tout effort dans ce domaine. L'agriculture mauritanienne est donc restée dans son ensemble une agriculture de subsistance. Employant des méthodes et des outils millénaires, elle attend que Dieu fasse pleuvoir. Et s'il ne pleut pas ou si les pluies sont irrégulières, le pouvoir se lamente décrétant la catastrophe et la famine pour implorer la pitié et la charité internationale. Dans le Coran aussi bien que dans la Bible il est dit « Aide-toi, Dieu t'aidera ». Ainsi, les dirigeants africains pour éviter à leur peuple les méfaits d'une sécheresse sans cesse menaçante doivent savoir prévoir le pire. S'il ne pleut pas, comme c'est souvent le cas en Mauritanie, on ne doit pas laisser hommes et bêtes mourir de soif. Faire suffisamment de forages et de points d'eau artificiels pour sortir le liquide vital de sa cachette favorite est une priorité. Taya a fait dans ce sens beaucoup de progrès, mais le plus important reste à venir. Les animaux domestiques, moutons, chèvres, bovidés et chameaux sont depuis toujours laissés à leur propre sort.
Cette nature hostile n'offre à ses pensionnaires pour toute nourriture que le plat indigeste d'une paille ligneuse à forte teneur cellulosique. La pêche mauritanienne est restée artisanale malgré une richesse halieutique enviable et enviée. Que la ménagère mauritanienne manque de viande de bœuf et de mouton, cela se comprend aisément après une sécheresse persistante et le problème toujours insoluble de l'eau. Mais qu'elle manque de poissons alors que des centaines de bateaux de toutes nationalités viennent s'approvisionner à partir des côtes mauritaniennes, pour nourrir toutes les nations du monde, cela paraît pour le moins paradoxal. Dans ces conditions, quel sens donner à la déclaration de Nouakchott sur le patrimoine naturel et que faut-il en attendre ? Les Mauritaniens ne se nourrissent pas d'oiseaux, en tout cas pas ceux du banc d'Arguin que de curieux ornithologues et parfois d'éminents professeurs s'évertuent à protéger pour accroître leur collection et orner leur musée. Les ressources de la mer s'épuisent chaque jour davantage quoi qu'en pense le profane. Celles-là il faudra bien les protéger rapidement, réellement, efficacement autrement que par des déclarations solennelles. Sinon il est inutile de créer une zone économique exclusive de 200 000, et de priver ainsi l'humanité d'une zone de pâturage dont elle a aussi besoin. Les transports routiers malgré un parc automobile de plus en plus important n'ont pas eu l'essor qu'ils méritaient. Pour un pays de plus d'1 million de kilomètres carrés, 1200 km de voies bitumées, c'est peu en 18 ans d'indépendance et d'autonomie. L'avion qui dans ce pays immense aurait dû combler le fossé, a déçu tous les espoirs. Pourtant une clientèle nombreuse, pressée, disciplinée et en partance pour toutes les destinations ne manque pas. Quant aux transports ferroviaires et maritimes, ils sont encore inexistants, comme si la Mauritanie ne devait pas régler son horloge sur celle du monde. L'industrie doit réellement décoller et se diversifier pour répondre aux besoins inassouvis d'un peuple qui a l'ambition et le droit de se nourrir, de se vêtir et de se loger. L'administration a l'habitude, pour populariser les paroles du président, de répéter des slogans tels que celui-ci : « Nous devons d'abord compter sur nous-mêmes et sur nos propres ressources. » C'est vrai. Mais à l'impossible nul n'est tenu. Agriculteurs, éleveurs, commerçants, fonctionnaires et travailleurs ne peuvent participer sans moyens. On ne laboure pas la terre avec les mains nues. Le peuple veut bien participer à la construction nationale et répondre à l'appel historique de 1957, qualifié de légendaire, du président : faisons ensemble la patrie mauritanienne. Encore faut-il qu'il en ait les moyens. L'école mauritanienne aurait dû, elle aussi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.